L'Opco Atlas et Sinovaction vous présente le point de vue d'expert sur l'évolutivité et l'adaptabilité du logement, enjeu des transitions de l'habitat. Pour toi, quand on parle d'évolutivité du logement, tu penses à quoi? Je pense au coût des énergies, à la réhabilitation énergétique et à l'impact carbone de la construction. Après, on peut détailler chaque volet. Aujourd'hui, on voit que le coût des énergies est devenu relativement instable et que ça impacte directement tant les copropriétés que les logements individuels, les maisons individuelles. Et à ce titre-là, en fait, on engage des dépenses de rénovation énergétique et on se rend compte que ce qu'on a construit précédemment, ce n'est pas toujours très simple à rénover, ce n'est pas toujours très pertinent. Ça coûte beaucoup d'énergie, beaucoup de carbone, beaucoup d'argent pour un résultat qui n'est pas forcément à la hauteur des enjeux ou à la hauteur de ce qu'on devrait faire pour atteindre la trajectoire zéro émission nette de carbone 2050, pour vraiment limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, aujourd'hui, on commence à en tenir compte dans le logement neuf, de cette adaptabilité du logement aux futurs besoins, aux futures tendances énergétiques. Mais ça reste encore, je pense, une préoccupation qui est trop timorée. On n'a pas encore pris dans la conception des logements. Je parle en tant que thermicien, en tant qu'ingénierie. J'ai plein d'idées sur l'architecture, mais ce n'est pas mon sujet, donc je n'en parle pas. Mais je pense que ça, on ne l'a pas encore vraiment bien appréhendé. D'autre part, il faut voir aussi que les matériaux qu'on va mettre tant dans la construction neuve que dans la réhabilitation énergétique, finalement, ces matériaux-là, c'est des matériaux qui ont aujourd'hui une vie à usage plus ou moins unique, une vie de société de consommation telle qu'on la conçoit. Et le réemploi, que ce soit de matériaux, de produits finis ou même de matières premières, puisque ces matériaux qu'on élimine à la déconstruction peuvent redevenir des matières premières. Ces démarches-là, aujourd'hui, elles ne sont pas, à mon sens, on est au balbutiement, on est au tout début. Et ça, c'est une des évolutions où, dans la conception des bâtiments maintenant, on commence à tenir compte du fait que on va déposer des matériaux dans 10 ans, 15 ans, et que ces matériaux-là, potentiellement, ça va être un gisement de matières premières ou un gisement de matériaux à seconde vie. On n'en est qu'au tout début. Et ça, je pense que c'est une évolution très, très intéressante parce qu'on se dit en fait que je me dis que les ressources naturelles, les ressources qu'on extrait de la planète sont d'une certaine manière assez limitées, hormis les ressources renouvelables, comme le bois, quoique. Avec le réchauffement climatique, la production de bois et les forêts, on est sur des cycles longs et c'est pas dit qu'on ait autant de ressources que ça dans les 4-5 décennies à venir. Donc ces matériaux-là, quand on les utilise, finalement, il faut les utiliser en se disant OK, ça c'est du béton, c'est les fondations, on n'y touchera plus jamais, c'est fini, c'est mort. Par contre, la superstructure, peut-être qu'un jour on va la déconstruire et que cette fameuse poutre, elle va pouvoir servir à faire une charpente ailleurs, que cette porte-fenêtre, elle a des dimensions assez standards et qu'on pourra la réemployer ailleurs, que le verre, c'est recyclable, donc on peut le recycler, que cet isolant, le broyant, on pourra en refaire un nouvel isolant, ou à défaut, si on a un isolant naturel, le broyer, le mettre comme amendement dans un champ, parce que de la laine de bois, dans 20 ans, quand elle sera en décomposition dans un composteur, ça deviendra du compost et ça servira à fabriquer autre chose. Et ce grand cycle de vie, on commence aujourd'hui à se mettre dedans avec l'indicateur carbone, qui n'est qu'une petite porte d'entrée dans le cycle de vie des matériaux. Et ça, c'est pour moi le premier pas dans la construction neuve avec la RE 2020 sur le cycle de la vie des matériaux. Et c'est pour moi une des évolutions dans la manière de construire les logements. Donc, il y a l'aspect énergétique, l'aspect matériaux. On parle aussi beaucoup en ce moment de ne pas imperméabiliser les sols, de ne pas s'étendre,
de limiter les déplacements. C'est aussi un peu différent pour nous dans l'acte de construire dans l'ingénierie parce que ça change un peu la compacité des bâtiments, la forme des bâtiments, l'interaction qu'on peut imaginer entre les bâtiments, l'interaction énergétique, l'interaction humaine aussi, mais nous, on est moins dedans, mais l'interaction des usages, en fait, où quand on rapproche des bâtiments d'usages différents, on commence à pouvoir imaginer des schémas énergétiques différents, des réseaux de chaleur ou des réseaux intelligents entre les bâtiments qui permettent de transférer de l'énergie. On a en été, par exemple, besoin de climatisation dans les bureaux alors que les logements sont inoccupés, mais le soir, on aura besoin d'eau chaude sanitaire pour faire prendre le bain aux enfants. Cette chaleur qu'on prend dans les bureaux, on sait la transférer et la stocker pour l'utiliser ultérieurement et ne pas la rejeter dans l'air comme on le fait aujourd'hui avec des systèmes thermodynamiques traditionnels. Voilà un peu grossièrement ce que j'ai en tête. Comment on construira demain? Donc là, il y a déjà des pistes. Mais comment on construira aussi avec les évolutions des modes de vie. La complexité qu'ont pu dire la majorité des personnes interviewées, pour le neuf, effectivement, on peut essayer de mettre les choses en place en réfléchissant à construire autrement, à penser construction, déconstruction. C'est un lien avec comment on peut faire déjà, en tant que thermicien, on va dire un peu responsable de la qualité de l'air en finale, pour mettre en place peut-être des mesures d'évaluation. Et le deuxième point, c'est surtout par rapport à la rénovation ou à la transformation d'un bâtiment qui pourrait être neuf, c'est qu'on n'a pas forcément sur place aujourd'hui, quand on regarde travailler les artisans, les outils nécessaires à travailler dans des conditions de sécurité. Vous ne portez pas la sécurité, ce sera plutôt nous, les ergonomes, qui le porterions, mais quand vous êtes dans les équipes, vous êtes en droit d'alerter en tant que conseil, je dirais, l'organisation du travail. Est-ce que voilà, c'est déjà des réflexions que tu as pu mener, toi, sur des chantiers de rénovation? Alors, pour le premier point, pour la qualité de l'air intérieur, moi, je dirais que c'est un peu comme l'industrie alimentaire. Effectivement, on n'a pas de recul. La RE 2020, aujourd'hui, on n'a pas de recul. On la met en application et malgré le E plus C-, les 6 ans de travail qu'il y a eu en amont, on se rend compte qu'on découvre des choses encore aujourd'hui. Mais ça, c'est l'innovation et je trouve qu'entre les pays émergents, quand on voit ce qui se passe en Chine ou même aux Émirats arabes unis, par exemple, où c'est des gens qui vont innover, qui vont essayer, qui vont se tromper, mais qui vont quand même continuer d'avancer et apprendre en marchant. On est une société qui est une société ancienne, qui est très normée, qui est très prudente. Et je pense qu'on se met des freins aussi, qu'on n'a pas trouvé le bon point d'équilibre entre innovation et sécurité du consommateur. Il y a un monde à trouver entre les deux. Et pour faire le parallèle avec l'industrie alimentaire, aujourd'hui, on se rend compte que moins on transforme les matériaux, moins on transforme les aliments, plus on préserve la santé du consommateur. Si on prend de la laine de chanvre, je pense qu'on a nettement moins de risques pour un consommateur en termes de qualité de l'air intérieur qu'avec des produits pétroliers tels que du PSE, du polyéthylène expansé, graphité, où on va mettre plein de liants, plein de chimie dedans. Le problème qu'on a, c'est la chimie. Aujourd'hui, on utilise beaucoup la chimie. Une maison en bois, si on ne traite pas les bois et qu'on utilise des bons bois, on vit au contact du bois depuis des millénaires, je vois mal les problèmes qu'il pourrait y avoir. Donc, il y a aussi un travail avec les industriels à conduire. Et c'est des filières qui sont en train de se construire. Mais effectivement, nous, c'est aussi une préoccupation aujourd'hui. Et le problème qu'on a, c'est que dans nos missions, on s'arrête souvent à la conception. On a des fois, même parfois, pas le suivi de chantier. Alors, en avoir le suivi d'exploitation, du commissionnement, de la mesure, du retour d'expérience, c'est extrêmement difficile. C'est des cas exceptionnels. Ça n'existe pas. Ça existe dans nos esprits sinoviens avec l'envie de faire bien. Mais malheureusement, on a une économie de marché aussi et on ne peut pas. Il faut trouver un juste équilibre. Mais je partage sur le fait qu'on encourt des risques. Voilà. Maintenant, ça ne m'inquiète pas trop. Comment on peut construire des argumentaires pour rentrer dans cette dynamique, sachant que si je construis un bâtiment à 15 millions d'euros, la prestation du technicien, elle ne va pas exploser le budget. Non, aujourd'hui, une prestation de commissionnement ou de suivi d'exploitation, c'est quelques dizaines de points de base. C'est même pas des pourcents, c'est des points de base sur un marché. Donc, c'est pas
Maintenant, ce que les constructeurs ne voient pas et ce qui change avec le marché global, c'est qu'avant, on raisonnait en coût brut, en coût sec et en marge à la livraison. Aujourd'hui, on raisonne coût global, durée de vie du bâtiment, confort des usagers. Et c'est un coût global qui est encore limité à l'échelle du bâtiment. Ce n'est pas un coût global sociétal. Et je pense que la RSE demain va commencer à transformer ces choses-là, puisque les coûts indirects que la société supporte du fait d'erreurs de conception qui créent des pathologies chez les occupants, finalement, c'est un coût sociétal. C'est l'ensemble de la communauté qui va le payer, ce coût-là. Au-delà de l'usager, puisqu'on va devoir s'en occuper, ça crée. Enfin, voilà. Donc finalement, l'investissement, il est plutôt rentable. Mais on n'a pas, aujourd'hui, cette échelle de coût, on ne l'a pas à l'échelle de la société, on l'a vraiment à l'échelle de la construction, des énergies. Et on s'arrête vraiment, on s'arrête à un certain périmètre. Maintenant, comment élargir le périmètre? Je n'ai pas la réponse non plus. Les programmistes me disaient, oui, mais finalement, c'est vrai qu'on n'est pas capable de mettre des choses qui évaluent. On n'évalue jamais le travail. Non, et moi je pense que ceux qui seraient en termes de construction les plus à même de nous apporter une vision sur la chose, ce seraient les assureurs, puisque ce sont eux qui vont couvrir les pathologies derrière, et que finalement on se rend compte que la plupart des désordres sont liés soit à des fautes de mise en œuvre, moi je trouve des fautes de conception, ou des incompréhensions entre conception et mise en œuvre, et là c'est du suivi de chantier, tout simplement, et parfois ça peut même aller jusqu'à des mauvais comportements d'occupants. L'exemple du sopalin dans la VMC parce qu'elle fait du bruit, il y a deux problèmes. Il y a l'acoustique et l'incompréhension de l'intérêt de la VMC. Donc, il y a aussi la pédagogie vis-à-vis de l'occupant. Et ça, on ne l'a pas si on n'est pas dans une logique globale de performance. Une des pistes aujourd'hui, c'est la piste de la qualité de l'air. Comme par rapport à l'amiante, on risque d'avoir des choses qui vont arriver dans les constructions et c'est quelque chose qu'ils vont chercher à évaluer. Aujourd'hui, il manque d'éléments. Oui, on manque d'éléments là-dessus. Maintenant, moi, je fais de l'expertise judiciaire. J'ai aussi, moi, des dossiers où je suis mis en cause pour de la moisissure, pour de l'humidité dans des logements. Et bien souvent, c'est soit de la mise en œuvre, soit du mésusage. D'accord. Il y a peu de fautes je vois peu de fautes de conception en enveloppe, par exemple en thermique, c'est assez rare. Ou alors c'est une faute de mise en œuvre du maçon qui a oublié des rupteurs de pont thermique, ça crée des ponts, ça fait de l'humidité, ça pourrit les logements. Puis corriger une faute comme ça, c'est catastrophique. C'est l'horreur. Il faut casser, il faut redoubler les bâtiments, on fait des horreurs. Ça coûte cher. Et puis ça peut créer des pathologies, de la moisissure dans un logement. Maintenant, il y a peut-être aussi à imposer, on impose aujourd'hui du comptage énergétique, un boîtier avec 3 voyants, un rouge, un orange, un vert, pour savoir si l'air est propre. Avec l'Internet des objets et les objets connectés, ça coûte 30 ou 40 euros. Ce n'est pas sur le prix d'un logement. Mais c'est pareil, il faut l'expliquer. Si les gens voient un truc rouge, ils ne savent pas ce que c'est. Même l'énergie, on ne l'explique pas aujourd'hui aux gens comment. Ça commence à venir, mais comment bien aérer son logement avec la Covid, ça a pris un peu son sens. Comment mieux chauffer, pourquoi ne pas couper le chauffage quand on part 3 jours, parce que la relance coûte plus cher que l'économie que ça va générer. Il commence à y avoir des choses et les gens s'en préoccupent. Et les assureurs, je pense, sont une partie très intéressante parce qu'eux savent combien coûtent ces écarts à l'année. Comment je construis de l'évolutivité, de la modularité? Alors, il y a plein d'expériences en Suisse, en Hollande, en Allemagne qui ont été faites, quelques-unes en France. Comment, dans ta confrérie au niveau de Sinov, vous échangez là-dessus, vous partagez des retours d'expérience avec les architectes? Alors, il y a juste un point auquel je n'ai pas répondu, c'était la sécurité. Donc, je te le fais très brièvement. Nous, notre rôle, ce n'est pas d'assurer la sécurité sur un chantier. Quand on fait une rénovation, c'est de faire en sorte que les prescriptions de travaux soient réalisables. Et en fait, c'est la faisabilité. Et la faisabilité, de toute façon, c'est aussi une faisabilité qui va tenir compte d'une préoccupation de sécurité. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire qui sont très compliquées, qui coûtent très cher parce qu'il faut mettre beaucoup de matériel et beaucoup de temps pour protéger un intervenant. On ne va pas le faire. S'il faut un cordiste pour aller changer 3 fenêtres, on va essayer de faire autrement ou de se dire on ne les change pas, on trouve des économies ailleurs. Donc, on regarde, nous, l'aspect faisabilité, mais qui engendre la sécurité derrière. Alors, l'évolutivité, c'est marrant parce qu'il y a 4 ans, moi, j'ai travaillé sur un projet avec un architecte qui était un concours qu'on a gagné, mais le projet ne s'est pas fait à Nantes. C'est un bâtiment qui s'appelait Capable. Et l'état d'esprit du bâtiment, nous, notre rôle,
c'était de créer des réseaux de fluides et des systèmes de chauffage banalisés qui permettent aux bâtiments de changer d'usage, ou tout du moins, parce qu'en fait, quand on crée le chauffage d'un bâtiment, il faut le voir comme une grosse boîte et on pourvoit aux besoins de la grosse boîte. Après, la répartition à l'intérieur, c'est là où on peut avoir un peu d'intelligence à créer des systèmes où on peut modifier la répartition. Et là, ce projet-là, il était fait pour qu'au sein, par exemple, d'un étage où on a 6 T1, on puisse rassembler 2 T1 et faire un T2 en enlevant une salle de bain. Quand on a une pièce, par exemple, qui est à une certaine époque de la vie, une chambre d'enfant qui peut devenir ensuite un bureau, qui peut ensuite devenir une autre pièce, nous, on a des travaux plutôt sur la banalisation des fluides et la capacité d'un bâtiment à ce qu'on puisse le modifier, changer l'emplacement de la cuisine et de la salle de bain, par exemple, parce que on a besoin d'une salle de bain adaptée et qu'elle est mieux positionnée d'un côté ou d'un autre. Donc, par exemple, des systèmes de salle de bain préfabriqués qu'on rentre par les façades. On a ce type de réflexion-là dans ma confrérie, comme tu l'as dit. On a eu quand même tendance à miniaturiser les logements. Bah là pour moi, c'est plutôt un problème économique et un problème de coût de construction. C'est que si on fait des grands logements, aujourd'hui, on n'aura pas d'acquéreurs. On aura du mal à avoir des acquéreurs. C'est tout le marché qui a fait qu'on a réduit la taille des logements, puisque tout le monde veut devenir propriétaire, puisque acheter un logement, s'il fait 35 mètres carrés au lieu de 38 à 6 000 € le mètre carré, ça fait 18 000 € de moins sur un logement, c'est pas rien, c'est le prix d'une voiture. Donc je pense que c'est aussi un phénomène économique. Si on avait la possibilité de faire des logements plus grands, nous on n'a pas vraiment de levier là-dessus quand on travaille. Nous, on reçoit déjà en fait une granulométrie. On a déjà une enveloppe de projet avec un nombre de logements cibles. Et ça, c'est plutôt les architectes qui vont s'attacher à faire rentrer les logements dans ce que demande le promoteur ou le constructeur ou le bailleur. Là-dessus, nous, on a très très peu de levier. On a très très peu de levier sur ce volet-là en tant qu'ingénieur et en tout cas. Dans les échanges interdisciplinaires, est-ce qu'il y a des pistes pour justement aller contre ce coût économique qui peut brider, je dirais, les initiatives? Certains bailleurs, les architectes que j'ai interviewés, donnaient aussi des pistes sur l'évolution de la gestion économique du marché. On va tout à l'inverse. Plus on va chercher de la performance énergétique et environnementale, aujourd'hui, plus on va renchérir les coûts. Puisque les filières ne sont pas structurées pour l'instant et qu'on est en train de s'acculturer à ça. Avant, on a construit les réglementations thermiques, elles y sont allées crescendo depuis la première crise pétrolière. Et là, on a vraiment une réglementation qui est hyper innovante à l'échelle de la planète. Il n'y a pas d'autres réglementations qui tiennent compte d'autant de choses que celles qu'on a aujourd'hui sur le neuf. Et plus on va complexifier les choses, normativement et réglementairement, plus on va renchérir les coûts. Les problèmes d'accessibilité PMR, par exemple. Ça va imposer d'avoir certaines dimensions de pièces, certains équipements, certaines dimensions de portes. Je pense par exemple à la NFC 1500 qui impose d'avoir une prise de courant sous l'interrupteur dans les toilettes. Cette prise de courant qui coûte 50 € par logement, ce n'est pas grand-chose, mais multiplié par le nombre de logements. Moi, j'ai interrogé beaucoup de monde, je fais de la formation en électricité, je n'ai toujours pas retrouvé le bien fondé de cette prise, en fait. Donc, on crée des normes qui sont extrêmement complexes et on laisse peu de latitude aux concepteurs. À partir de là, quand on a tout bridé, tout normé, que même les enveloppes de projets sont normées, le nombre de logements est normé par les aménageurs, je ne vois pas comment on peut avoir du levier dessus. Si on veut avancer, il faut qu'on travaille en confiance. Nous, un chantier réussi, c'est quand les artisans sont capables de parler le même langage sur le chantier. Est-ce que du coup, en conception, il n'y a pas un chemin à parcourir aujourd'hui dans les équipes pluridisciplinaires et faire remonter jusqu'à des programmations intelligentes pour pas s'ajourner des normes, mais les rendre plus intelligentes? Le système normatif, il est très infantilisant en fait. C'est du blanc ou du noir. C'est la norme est respectée ou la norme n'est pas respectée. Aujourd'hui, il y a eu des premiers pas avec, c'était la loi ESSOC qui permettait le permis d'innover. Aujourd'hui, c'est vachement timide. Moi, j'ai eu des travaux sur la qualité de l'air avec un industriel belge où l'arrêté de 89 sur la VMC, et pour moi, est complètement… Je pense que c'est une aberration. Ce truc, il faut le foutre en l'air. Et il suffirait d'écrire
ventiler suffisamment pour assurer une bonne qualité de l'air. En disant ce qu'est une bonne qualité de l'air, on n'a pas indiqué un débit d'air. Là, c'est vraiment quelque chose où c'est l'exemple type. Cet industriel-là, il propose un système qui ventile beaucoup quand on est présent, qui ne ventile pas beaucoup quand on est absent. C'est plutôt intelligent. Quand on n'est pas là, il n'y a pas besoin de ventiler. Eh ben, il ne peut pas l'installer en France parce que là, il ne respecte pas l'arrêté de 89. Il nous manque des dispositifs législatifs pour arriver à faire travailler les gens en bonne intelligence. Et le problème qu'on a aussi, c'est que sur la rénovation énergétique, dès qu'on crée un peu de souplesse, on a des gens qui s'engouffrent dans le système et des chasseurs de primes qui bâclent les travaux parce qu'on est quand même dans une économie de marché et que ce qui importe, c'est de faire de la marge à la fin. Comment nous, Sinov, à travers tous les métiers que l'on représente, on peut donner à voir du sens, de la responsabilité sociétale? On n'arrive pas à être convaincant. Comment on peut l'être? Est-ce qu'on pourrait des partenaires pour faire vraiment mettre en place des expérimentations pour avoir valeur d'exemple? Cardonel, on a développé des systèmes industriels aussi à une époque. Ça a été une bonne et une mauvaise expérience à la fois parce que quand on innove et qu'on veut installer, mettre en œuvre, expérimenter, c'est là où la complexité arrive, surtout dans le logement, qui est un domaine très normé, qui est un domaine très compliqué. Et si on se trompe, ça coûte très cher. Là, je pense il faut vraiment engager tous les acteurs de la profession dans l'innovation et dans l'expérimentation. Et on va en avoir besoin plus que jamais dans les 10 années à venir, ou même plus, parce qu'il va falloir trouver des solutions intelligentes, le temps d'évaluer ces solutions, de les normer, de les tester, de les industrialiser, de les mettre en œuvre. C'est un cycle de 10 à 15 ans et ça sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut qu'on puisse libérer un peu les énergies, mais le faire tous ensemble et en assumant les risques et en les partageant. Parce que ce qui va compter, c'est qu'on est dans un pays en fait, où on va désigner les coupables s'il y a un problème. On ne va pas faire la publicité d'une innovation qui marche, on va plutôt parler de celle qui a échoué. Et c'est toute une culture en fait qu'il faut changer. C'est avec les assureurs qu'il faut travailler pour avoir des bons critères d'évaluation, puisque c'est eux qui assurent le risque et qui l'évaluent après. Est-ce qu'il n'y a pas une piste à aller vers cette expérimentation pour co-construire ensemble les zones de risque? Il y en aura toujours. Mais est-ce que du coup, il ne faudrait pas mettre autour de la table, même si c'est par la clôture, le milieu des avocats? Parce que quoi qu'il arrive, même si on borde tout, il y en aura toujours un pour essayer de prouver que l'autre a fait la faute. Moi, je travaille très étroitement avec une amie avocate en droit de la construction parce que un contrat, ça peut s'écrire intelligemment. Une convention de groupement, ça peut s'écrire intelligemment aussi. On peut assumer le risque et le partager ensemble. Et on a aussi besoin des entreprises pour se dire, déjà, je pense qu'il faut être évalué par ses pairs, pas le faire tout seul. Peut-être que l'assureur peut mandater un pair pour évaluer, enfin pour avoir un regard tiers sur une innovation. Et ensuite, il faut que cette innovation elle soit facilement réversible. Il y en a qui ne le seront pas. Hein. Si c'est un matériau structurel, bon, bah, là effectivement. Maintenant, si c'est une fenêtre innovante, changer des fenêtres sur un bâtiment, on sait le faire. Si tant est que les gens qui les installent ne fassent pas du provisoire, mais se disent que ça peut un jour être déconstruit ou modifié. Et ça va dans le sens aussi de la déconstruction. À mon avis, aller vers du modulaire, du réversible, et ça permet justement de changer des briques, des parties, des morceaux, de les réutiliser assez facilement, d'innover et d'avancer en fait. Est-ce que tu aurais quelque chose de très spécifique à dire sur ce sujet pour lancer un débat le plus constructif possible? Prenons l'exemple des briques de chanvre, des blocs de chanvre. Les blocs de chanvre, ça fait 10 ans que j'en entends parler. Bon, c'est un matériau structurel. On ne prend pas grand risque à construire un pavillon avec des blocs de chanvre, on sait le faire. Et le chanvre et la construction chanvre, on en fait depuis beaucoup d'années. Pour avoir un avis technique, il a fallu pas loin de 10 ans. Et aujourd'hui, ils ont un avis technique de remplissage ou seulement de structure, mais je crois qu'ils vont jusqu'à R+2. À ce rythme-là, en 2050, effectivement, on montera peut-être des immeubles en chanvre, mais ça sera trop tard. Donc là, c'est un exemple où effectivement, il y a un gros risque. Après, ça présente énormément d'avantages. Le chanvre, on enlève de l'isolation. C'est un matériau recyclable, naturel, respirant, qui, a priori, respecte la qualité de l'air. Mais bon, c'est un des exemples. Moi, sur le système de chauffage que nous, on avait conçu chez Cardonel, qui s'appelle le Smart
le Smart Thermogen Grid et les modules thermiques d'appartement qu'on a conçus avec Viessmann. À l'époque où on l'a fait, il n'existait pas de méthode de calcul. Donc, on a réussi, on en a posé, on a fait pas loin de 6000 modules. Donc, on a fait énormément de logements qui sont équipés aujourd'hui. Alors, c'est une techno qui est discutable. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des avantages, des inconvénients comme partout. Maintenant, il y a une opération où ça n'a pas marché. Et je suis en procédure actuellement. On va trouver une solution parce qu'il y a eu un écart de dimensionnement parce que c'est un cas atypique. Là, du coup, c'est moi qui porte le risque. Donc, moi, mes primes d'assurance ont augmenté. Mon assureur va couvrir, ça va lui coûter cher. Ça va coûter cher à l'entreprise, ça va coûter cher à tout le monde. Et ça coûte cher aux gens qui sont dans les logements depuis 4 ans et à qui on ne trouve pas de solution. Le système juridique aussi, une fois qu'il y a un litige, il est extrêmement long, extrêmement coûteux. Les armées d'experts et d'avocats qu'on envoie, alors je ne vais pas me les mettre à dos non plus, mais pour le moindre truc, on se retrouve en expertise pendant 5 heures à 40 personnes à 90 ou 100 euros de l'heure. C'est 50 000 euros une réunion. Je pense qu'il faut qu'on ait un petit peu plus d'agilité, un peu plus de souplesse, un peu plus d'arrêter de chercher à qui est la faute, de corriger, d'avancer et puis éventuellement de partager si on est responsable. Alors, on n'a jamais envie de partager quand il faut sortir de l'argent. Merci encore beaucoup. Bon courage pour cette fin de semaine. Merci.